il y a dans des partis politiques qui existent, il y a d'abord un souci d'idéologie. Parce qu'il y a des partis politiques qui se réclament être de la social-démocratie, mais lorsque vous regardez la façon de faire, on n'a pas de la social-démocratie. Ils ne prônent pas la social-démocratie. Parce que, je prends l'exemple de la social-démocratie. Dans une idéologie de social-démocratie, il nous faut des syndicats, par exemple. Il faut un syndicat ouvrier, il faut un syndicat patronal. Mais lorsque nous regardons le fonctionnement des syndicats, la configuration dans le fonctionnement des syndicats au Congo, on se rend bien compte que ces syndicats n'existent presque pas, ou ne sont pas vraiment, comment je peux dire, ne sont pas vraiment efficaces. Et donc, il y a d'abord un problème au niveau de la conception idéologique du parti, et vous allez vous rendre compte, finalement, on a dans ce pays des partis politiques de la majorité qui se réclament de la social-démocratie, et il y a aussi des partis de l'opposition qui se réclament de la social-démocratie. Donc, quelque part, il n'y a pas de frontière idéologique. Donc, en réalité, l'opposition ne se fait plus parce que, bon, on a une conception différente de la société. Mais c'est parce que c'est des partis d'opposition qui tirent leur légitimité peut-être pour des raisons personnelles. Et donc, sur des questions concernant les idéologies, il y a beaucoup à faire. Et moi, tout ce que je peux, tout ce qu'on peut demander, tout ce qu'on peut demander, c'est qu'on regarde maintenant les choses en face. Est-ce qu'on ne peut pas faire une refondation de ces idéologies? C'est ce que nous demandons. Mais sinon, nous avons dit, nous, le parti Les Souverainistes, nous avons comme idéologie le Vous existez depuis combien de temps? Nous étions d'abord une association qu'on appelait le Mouvement des Jeunes pour le Changement, que nous avons transformé depuis décembre 2016 en parti politique. Donc nous sommes encore le nouveau-né de l'arène politique congolaise. Alors, lorsque vous parlez de partis politiques tels que vous les présentez, disons le portrait-robot que vous faites de ces partis politiques, on a l'impression, on se poserait même la question, mais pourquoi créer un parti politique en réalité? On crée un parti pourquoi? Alors, c'est aussi les raisons, quelles sont les raisons pour lesquelles on crée des partis politiques? Je vais vous prendre un exemple. J'ai pour habitude de changer un peu cette façon d'appeler le MCDDI, par exemple. Moi, j'appelle pas le MCDI, j'appelle le MCDI le LEG. Pourquoi? Parce que c'est un parti créé par un responsable politique, Bernard Kolela, et aujourd'hui nous avons un responsable qui s'appelle Parfait Kolela. Et de l'autre côté, donc une bonne partie de ce même parti qui se retrouve à la majorité, on a encore un Kolela qui est là. Donc vous comprenez bien que dans le fonctionnement, il n'y a pas une démocratie. Pas de philosophie. Il n'y a pas de philosophie démocratique déjà dans ce parti. Et dans d'autres partis aussi, on voit qu'il y a certaines personnes qui veulent avoir une emprise sur ces partis. Pourquoi? Et donc il faut qu'on se pose des questions. Pourquoi on crée des partis politiques? Moi je pense que on crée un Est-ce que c'est pour des raisons alimentaires simplement? On crée un parti politique parce que on a d'abord une vision de la société, on se base sur une idéologie et c'est comme ça qu'on avance avec la vision de la société pour qu'on change les choses. D'abord un parti transformer la société. Voilà. D'abord un parti politique, c'est pour transformer la société, pour améliorer les conditions de vie des citoyens. Mais nous avons dans notre pays des responsables qui créent des partis politiques parce que quelque part on se rend compte que finalement ça paye. Et donc ce n'est plus pour l'intérêt général, c'est pour l'intérêt personnel. De positionnement. L'intérêt personnel pour des positionnements. Et on sait très bien que non, ça paye. Et donc, du coup, on a un pléthorique des partis politiques, mais en réalité, qui ne fonctionnent pas pour l'intérêt général. C'est ce que nous voulons donner comme réflexion pour dire il faut qu'on arrête. Et comment on peut arrêter ça? On peut arrêter ça par une modernisation de la vie démocratique de notre pays. Ça peut passer par le ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Comment on peut... Il faut durcir les conditions il faut durcir les conditions des partis... On est véritablement affaire à des partis nationaux. Effectivement, monsieur. Alors, finalement, si on durcit les conditions, là aussi, on s'attaquerait pratiquement à une tradition qui voudrait que lorsqu'un État existe, qu'il y ait des partis politiques. On ne peut pas parvenir à mettre en place un dualisme comme cela se passe dans la plupart des grandes démocraties. La gauche et la droite, les démocrates et les conservateurs. Il faut autant de partis pour faire jouer le jeu de la démocratie. Vous savez, quand vous parlez du dualisme, je préférerais parler de la bipolarisation de la vie politique. Ce n'est pas un danger. Lorsqu'on parle de la bipolarisation, vous n'avez que deux pôles. Vous avez l'opposition, vous avez la majorité. Mais il y a des partis
qui vont se reconnaître des partis de la majorité, qui vont se reconnaître les partis de l'opposition. Il faut quand même que ça soit réglé. Et voilà pourquoi on a dit dans des conditions de création des partis politiques, il faut durcir. Ce n'est pas pour faire reculer la démocratie, c'est pour faire avancer la démocratie. Qu'on ait des partis politiques responsables, qu'on ait des partis politiques avec une vision sur l'intérêt général. Alors, vous avez peint là un environnement des partis politiques qui est du tout pas très tourné vers le développement. Que doit faire un parti politique au-delà de ses prises de position, au-delà de sa vision idéologique? Y a-t-il un rôle central? Nous voyons dans les grandes démocraties, tous les jours, les débats sont tournés autour des indicateurs économiques, autour de l'emploi qui manque, autour de telles questions, mais qui sont foncièrement des questions de développement. Pourquoi cela fait défaut dans notre pays? Est-ce que vous avez observé cela? Bien sûr, M. Goma. Il faut regarder ces partis, comment ça fonctionne. On a des partis politiques qui ne contribuent même pas au débat politique de notre pays. Et donc, on comprend très bien que ce parti politique n'a pas une vision. Il faut qu'on se pose des questions. Ces partis politiques incarnent quelles valeurs? Quelles sont les valeurs incarnées par des partis politiques, par des responsables des partis politiques? On ne peut pas continuer à avoir des responsables de partis politiques qui ne contribuent pas au débat public, au débat politique. Nous avons des questions qui minent aujourd'hui la société congolaise, les questions de chômage, l'économie. Mais quels sont les partis politiques qui viennent débattre sur ces questions-là? Quels sont les partis politiques qui viennent donner leur analyse de la société et donner leur vision de la société, donner les perspectives d'avenir? Il n'y en a pas. Est-ce que parce qu'il manque des sachants au sein de ce parti, pourtant les partis sont bourrés, pleins de cadres porteurs, des cadres d'un certain niveau qui pourraient débattre? Est-ce que c'est une tradition qu'on veut conserver, qu'on soit implicitement ou peut-être volontairement absent de débat sur les questions de développement? Non, mais je pense que les gens, c'est pas des compétences qui manquent dans des partis politiques. Seulement, il faut qu'on quitte ce stade de politique traditionnelle. Ça ne paye plus. Ça n'a jamais payé au Congo, ça ne paye plus. La politique traditionnelle qui consiste en quoi? Les politiques traditionnelles, quand je parle de politique traditionnelle au Congo, c'est-à-dire que non, pendant des débats comme ça, des débats économiques qui ne viennent pas pour donner leur réflexion sur l'économie de notre pays. Et donc, il faut qu'on quitte ce stade-là. Il faut que dans chaque parti politique, que nous ayons des responsables qui viennent pour développer leur vision de la société sur telle et telle question sur tous les domaines, et surtout sur des questions qui touchent réellement des Congolais. Quelle est la vision du parti qui est le vôtre? Nous avons une vision globale. Nous sommes un parti qui vient de naître et donc nous sommes encore sur des chantiers en ce qui concerne des visions dans beaucoup de domaines. Nous discutons sur les questions économiques, les questions politiques, les questions sociales et nous incarnons surtout quelque chose, la restauration de l'autorité de l'État. Voilà la question principale qui aujourd'hui préoccupe les souverainistes. Parce qu'il y a un problème à ce niveau? Parce qu'il y a un problème au niveau de la restauration, au niveau de l'autorité de l'État. Il faut restaurer l'autorité de l'État. Qu'est-ce qui fait défaut, selon vous? On peut pas comprendre que nous soyons une république. Ça veut dire, on a des lois, on a un gouvernement, et que quelque part, ces lois ne soient pas appliquées. Et nous pensons que la majorité des problèmes qui minent la société congolaise vient du fait que l'applicabilité de la loi n'existe pas. Ça pose problème. Ça pose problème. L'État, souvent, s'affaiblit devant des simples citoyens, devant des responsables politiques. C'est pas à l'État de s'affaiblir. Vous avez des exemples? Il y en a beaucoup, monsieur. Allez-y. Je vais vous prendre un exemple simple des bébés noirs. Un groupe. Un phénomène qui se développe. Un groupe des jeunes. L'État, c'est lui qui a le monopole de la violence légitime. Et donc, lorsque nous sommes dans une société où on se dit on est une république, dans une république, il y a des fonctions régaliennes. La sécurité des citoyens et des biens, ça relève de la fonction régalienne de l'État. Et donc, si nous avons une police nationale, on ne peut pas comprendre que on a eu un début de ce phénomène et jusqu'à présent, ça continue. Je vous donne un exemple simple. On vient de tuer un élève dans une école de la République. Tuer. Ça veut dire qu'il y a un problème de sécurité dans notre pays. Et là encore, ce que j'ai pas compris, comment ça se fait que un bandit qui vient, qui tue devant les enfants, et la police qui observe. Voilà, devant la foule, et la police qui vient, qui répond de la même façon.
ce n'est pas comme ça que ça devrait se passer. C'est-à-dire qu'on a tué aussi ce voyou. Peut-être qu'il y a des raisons pour tuer ce voyou, mais ça ne devrait peut-être pas se passer devant des élèves. Parce qu'il s'agit là des agents de l'État qui ont donné un exemple de comment nous regardons l'homme. Comment nous pouvons traiter les choses. Ça ne se passe pas comme ça dans un état de droit. Dans un état de droit, il faut faire appliquer la loi. Et donc, voilà pourquoi nous pointons sur la restauration ou la réhabilitation de l'autorité de l'État. Il y a beaucoup d'exemples à prendre, Monsieur Goma. Mais peut-être qu'au cours de cette émission... quelques-uns pour la compréhension de tout ce qui... Et pour la compréhension de téléspectateurs... L'exemple est du tout mieux que... Il y a des questions sur l'éducation. Aujourd'hui, l'école de la République n'existe plus. Pourquoi? Parce que vous avez des enfants, Monsieur Goma. Je suis sûr que parmi vos enfants, il y a ceux qui sont au Congo, il y a peut-être ceux qui sont dans des écoles privées. C'est pas parce que vous avez envie de les mettre dans des écoles privées. C'est peut-être parce que quelque part, l'école publique ne vit plus. Moi, j'ai des cadets qui vont à l'école, mais qui reviennent pour dire non, on n'a pas eu cours. Madame, elle n'est pas venue. Monsieur, elle n'est pas venu. Mais ça... c'est un problème. Comment on peut laisser l'éducation entre les mains des promoteurs des établissements privés? C'est un danger. Pourquoi un danger? Parce que d'abord, une école privée, il y a derrière un entrepreneur. Et un entrepreneur a pour but de maximiser son profit. Et donc aujourd'hui, on a des enfants qui n'ont pas de niveau, mais qui passent. Pourquoi? Parce que monsieur doit démontrer que son école, fonctionne bien. Mais entre-temps, nous savons très bien que non, c'est de l'argent qu'il s'agit. Et donc, il faut que l'État regarde quelles sont mes fonctions régaliennes et que l'État joue son rôle primordial, celui de faire fonctionner tout ce qui est sujet régalien. Il y a beaucoup d'exemples, monsieur. Peut-être que je ne veux pas qu'on finisse cette émission en prenant des exemples. Voilà, donc il faut comprendre que sur des questions de restauration de l'autorité de l'État, nous sommes là en train de réfléchir et il y a beaucoup à dire peut-être dans d'autres occasions. Et comment vous entendez apporter votre contribution à la restauration de l'autorité de l'État, proposition des lois, dialogue avec les autorités, lobbying, ça aussi c'est une forme d'action à mener? Bien sûr, monsieur Gouma. Mais le problème, c'est que il n'y a pas de miracle à faire. Il n'y a pas de miracle à faire. Il faut qu'on ait des responsables courageux, des responsables politiques courageux. Parce que lorsqu'une loi existe, elle est promulguée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la faire appliquer. Il y a l'article 55 qui parle Qu'est-ce qui manque? Les textes d'application, l'application du texte. Mais comment ça peut manquer? Lorsque vous avez déjà pensé avoir une loi, mais faites suivre la loi avec des textes d'application, c'est pas comme si on manquait d'intelligence. Ça n'existe pas. Je vais vous prendre un exemple. Nous sommes dans la Constitution. L'article 55 de la Constitution dit quoi? Que chaque membre du gouvernement doit faire la déclaration de son patrimoine. Nous avons un gouvernement depuis le 30 avril jusqu'à aujourd'hui. Personne a fait... Est-ce que c'est pas une question de culture? Il faut peut-être briser cette culture parce qu'elle n'est pas bonne. Pourquoi on va inscrire une loi comme ça dans notre loi fondamentale et que derrière, quand ça ne se suive pas? Je pense que le président de la République, nous, on le dit toujours, que le mandat du président de la République, ce n'est pas un mandat où il peut faire ce qu'il veut, parce qu'il en a déjà eu avant. Qu'est-ce qu'il a fait? Les Congolais ont une image de ce qu'il a fait, de bien ou de mauvais. Mais ce mandat, il faut que le président de la République soit entouré des gens qui peuvent lui dire la vérité, parce que lui-même, il parle de la vérité. Et il faut que lui-même il se dise qu'aujourd'hui, il faut que je redore l'image de l'homme politique. Parce qu'on ne sait jamais, nous ne sommes pas dans un pays où on a des institutions de sondage, où on peut mesurer le capital sympathie des hommes politiques. Mais il faut quand même faire quelque chose. Le président peut faire des choses. Seulement, il faut lui-même, il faut qu'il commence à appliquer la rigueur. Il faut que les gens qui entourent le président puissent lui dire la rigueur vérité. Suppose quoi exactement? Envoyer les gens en prison, sanctionner? C'est pas mauvais d'envoyer des gens en prison dans une république, monsieur. Ouais. On n'envoie pas n'importe qui en prison. On voit celui qui a enfreint la loi en prison. Il faut, oui, il n'y a pas de problème. Mais encore, on revient sur la restauration de l'autorité de l'État, monsieur. Nous avons... La sanction. Nous avons un ministère de la justice. Et je vous dis, dans d'autres pays, moi en France, j'ai demandé à faire un casier judiciaire, ça m'a pris 48 heures. Pourquoi? Un pays qui est informatisé, un pays qui a tous les moyens pour me faire ça en 1 heure du temps, ils ont pris 48 heures.
ça veut dire qu'ils ont enquêté. Mais dans notre pays, un certificat de nationalité, un casier judiciaire, ça se fait à l'espace d'une heure. Sans enquête. À quel moment on a mené l'enquête? Voilà les problèmes. Et on ne sait pas qui est réellement congolais, qui a déjà causé des dégâts. Et nous avons des responsables politiques à des fois qui se présentent aux élections présidentielles, on ne sait pas, sans passer. Parce que la justice ne fait pas vraiment son travail. Et nous disons, il faut restaurer l'autorité de l'État dans toutes ses fonctions régaliennes. Le président peut le faire. Moi, je pense qu'il est là, il est capable parce qu'il connaît bien ce pays. Lorsqu'on parle de la rigueur, ça nous amène à quoi, finalement? Celui qui a parlé de la rigueur, c'est le président de la République. Oui. Et donc, c'est repris pratiquement. Il est difficile de rentrer dans sa tête et de savoir exactement ce qu'il a voulu dire. Moi, j'ai aimé quand le président... Qui doit jouer ce rôle, finalement? Moi, j'ai aimé... Le président démontre le chemin. Mais il faut qu'il y ait à côté des gens qui viennent dire, qui viennent expliquer aux Congolais, aux citoyens. Monsieur Goma, moi j'ai aimé une chose lorsque le président a parlé de la rupture. Ouais. Il ne s'est pas arrêté sur ce concept. Il a développé. Il faut éviter avec les comportements déviants. Il faut arrêter avec le tribalisme. J'ai aimé ça. Ça, c'était un discours... Et quand il est dit, généralement, les gens applaudissent. Pourquoi les gens applaudissent? Bon, je ne sais pas. Peut-être par effet d'enthousiasme. Ou est-ce que les gens se rendent finalement compte de ce qui est dit? Parce que il faut qu'on arrête avec ce système-là où le discours politique passe sans effet d'entraînement. Il faut qu'on arrête. Et lorsque le président parle de la rigueur, il n'a pas développé. Maintenant, c'est un exercice cérébral. À chacun de nous, ce sont les élites, ce sont les intellectuels. Qu'est-ce qu'il faut? Ce sont les partis politiques. Ce sont des partis politiques. Mais la rigueur, c'est quelque chose de très important. Dans une situation catastrophique de notre pays où nous savons très bien qu'on n'a plus d'argent, la rigueur est la bienvenue. Mais comment? Par où commencer? Et comment faire? La loi existe pour être appliquée. Nous avons juste un problème d'applicabilité des lois. Et Mais cette applicabilité est due à quoi? Est-ce que c'est de notre environnement sociologique? N'oubliez pas qu'on est dans un pays où on est, entre guillemets, presque frères. Frères de... Et je vous ramène peut-être à une approche, citation de Marien Ngouabi qui disait qui est pur qui et qui enlève qui, étant donné qu'on est tous. Bon, alors... Présentez-vous, vous ayez un frère, êtes-vous prêt à sanctionner votre frère? C'est ça la grande question. Alors, vous avez touché du doigt un autre problème. Il faut qu'on quitte encore ce stade-là. Il faut qu'on arrête avec cette conception de la politique où la gestion doit être une gestion faite avec des frères. Non. Il faut que la gestion soit faite avec des gens compétents. Moi, j'ai toujours pris l'exemple d'un entrepreneur, quelqu'un qui tient son entreprise. Il n'appelle pas ses frères. Vous avez entendu parler souvent des gens qui disent « faut pas faire les affaires avec la famille, ça marche pas ». Pourquoi? Parce que la famille va dire « non, c'est mon cousin, c'est mon frère, même si je fais comme ça, il va pas le faire ». Il faut avoir ce raisonnement des hommes d'affaires, où il faut mettre quelqu'un de compétent, quelqu'un qui est compétent, qui sait que je suis là pour le travail. On peut trouver un frère compétent également. Bien sûr, on peut trouver un frère compétent. J'ai pas dit que ça ne manquait pas, mais seulement la relation entre frères, il ne faudrait pas que cette relation soit plus importante. Ce qu'on doit considérer, c'est le travail. Et donc cette rigueur, quand les hommes d'affaires, il faut aussi regarder de ce côté-là comment on peut faire ça au niveau de la gestion des affaires publiques. Donc il faut mettre des gens compétents et que ces gens-là puissent pas avoir des liens familiaux quelque part où ils peuvent se dire non mais si je fais ça, on va fermer les yeux. Non, qu'on ne doit pas fermer les yeux. Ouais. Il y a des lois qui existent. Lorsque quelqu'un a fait quelque chose contraire à la loi, il y a des sanctions et il y a tout ce qui va avec. Alors, monsieur Mafoula, abordant la question de la vision économique de votre parti, et d'ailleurs, nous avons peint un environnement qui est celui que nous venons de peindre, et puis absence pratiquement de vision économique des partis. Et qu'est-ce qui fait que vous soyez, et que vous vous démarquiez de l'existant, de la manière actuelle de faire, de l'absence de débat au sein des partis politiques, débat économique, je sous-entends? Monsieur Goma, il y a une chose que le Congo a fait et il y a beaucoup de responsables qui ne se rendent pas compte de qu'est-ce que cela produit dans les têtes des jeunes. On a Canal+, excusez-moi, je ne sais pas si je peux me permettre. Allez-y.
qui nous donne beaucoup de programmes de télé. On regarde comment ça se passe les débats politiques dans d'autres pays. On regarde comment ça vit les autres pays. Et on a envie. Ça révolutionne les mentalités déjà. Les jeunes Congolais ont envie de voir du beau qui se passe à l'extérieur dans leur pays. Et donc nous aussi, on se dit on ne peut pas aujourd'hui être au même stade avec les vieux politiques, nos aînés. J'ai beaucoup de respect pour Pourquoi tous les aînés. avez-vous tendance à ramener toujours le débat entre vieux et nouveaux, entre vieux et jeunes? Mais parce que aujourd'hui Ailleurs, vous voyez les vieux et les jeunes. Donc, les jeunes loups, on les appelle souvent, et les vieux, ben, ils échangent. Monsieur Goma, Oui. le monde entier est en train de changer les dirigeants politiques. Le monde entier est en train de changer ses dirigeants politiques. Et chez nous, on a essayé. On est au stade d'essayer. Il faut essayer. Mais lorsqu'on essaie, qu'est-ce qui se passe? Les jeunes qui sont arrivés, est-ce qu'ils ont vraiment l'apport de ces vieux qui sont là? Est-ce qu'ils les aident? Ou peut-être quelque part ils se disent non, c'était notre gagne-pain, maintenant les jeunes sont arrivés. Qu'attendent les jeunes finalement de ces vieux? Mais c'est pas seulement, c'est pas aux jeunes d'attendre aux vieux. C'est aux vieux de regarder que les jeunes là, il faut se poser des questions. Quel est le regard que ces vieux portent sur la jeunesse? Est-ce qu'ils nous voient comme étant l'avenir de demain? Si on nous voit comme étant l'avenir de demain, parce que c'est le relais de demain. Plaît, oui. Mais si on nous voit comme l'avenir de demain, ça veut dire qu'il faut commencer à donner tout ce qu'il faut pour que cette jeunesse soit capable de gérer ce pays. Mais il y a des gens qui ne veulent pas partir. Même quand le président a décidé que certains hommes politiques quittent le gouvernement, on a eu de bourdonnements. Il y en a qui n'ont pas été d'accord pour dire non, on a commencé avec lui, il est là. Non, c'est pas comme ça. Il faut changer les dirigeants. Nous parlons de changement du personnel politique, c'est très important. Peut-être tout à l'heure, je vais vous parler de renversement de la pyramide. C'est important de renverser cette pyramide. Vous imaginez quelle pyramide? Mais il y a toute une pyramide qui a été bâtie. Je vous parle du système qui est pyramidal. Il y a un système qui est là. Nous savons que ça passe par ici, par là, par là. Non, maintenant il faut que ça change. Si chaque responsable politique, chaque doyen politique se dit il faut que le Congo change, il faut commencer par la réforme des connaissances. Comment nous concevons la politique? Comment nous concevons la gestion de notre pays? Comment nous concevons l'économie de notre pays? Comment nous concevons les jeunes? Comment nous concevons la société? Il faut réformer les connaissances. Parce qu'on est dans une situation où même les connaissances économiques sont totalement liées au pétrole. Et aujourd'hui, il a fallu attendre la chute des barils de pétrole pour se rendre compte finalement, non, mais il faut diversifier l'économie. On était où depuis? On n'a pas changé les connaissances économiques. On est dans un pays où, lorsque quelqu'un se dit, je suis de l'opposition, il est regardé de travers. Pourquoi? Parce qu'il y a une manière de faire la politique, il y a une connaissance qui fait que lorsque tu fais la politique et que tu dis de l'opposition, tu es peut-être dangereux. Quand tu dis de la majorité, au lieu qu'on voit que non, celui-là, il est à la majorité parce qu'il a adhéré à la vision, non, on dit bah, c'est un soutien du président de la République, un soutien aveugle. Non, il faut réformer les connaissances, Monsieur Goma, c'est très important. Réformer les connaissances et reformer tout ce qui est logiciel mental et surtout passer par le changement du personnel politique. Et quoi faire finalement? C'est la question toujours, c'est celle qui se pose. Quoi faire et pas où commencer? Qui prendrait l'initiative? La loi seule pourrait faire changer les choses? La loi est capable de beaucoup faire. Les hommes sont capables de beaucoup faire aussi. Le premier homme qui doit montrer l'exemple, c'est le président de la République. Vous savez, il y a quelques années, je n'étais pas d'accord avec le président de la République. Moi, en tant que juge, je n'étais pas d'accord. Parce que je disais, il y a beaucoup de choses qu'il peut faire. Comment il ne le fait pas? Nous savons que c'est difficile. C'est très facile de critiquer. Mais je me disais, il est capable de beaucoup. Lorsqu'on regarde les choses, comment ça se passe, il est capable de beaucoup. Mais pourquoi il ne le fait pas? Est-ce qu'il se dit, bon, moi, je m'en fous des Congolais? Mais je me dis, non, il ne s'en fout pas des Congolais. Mais pourquoi? Et quand je me posais des questions, pourquoi que je ne trouvais pas des réponses, je n'étais pas d'accord avec lui. À quel moment je suis d'accord avec le président quand il parle de la rupture? Parce que nous aussi, avec le mouvement des jeunes pour le changement, on avait regardé des choses de cette façon, il fallait rompre avec certaines habitudes. Et lorsque l'on a parlé... Mais on ne dit pas exactement ces habitudes, on ne met pas le doigt. On ne met pas le doigt sur l'endroit qui fait mal. Quand on parle de rupture, il faut rompre quoi exactement? On a parlé du tribalisme, monsieur. Oui. On a parlé de comment faire pour qu'il n'y ait pas de tribalisme? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il y a beaucoup de choses. Pour éviter que ça ne reste théorie. Puisque vous venez de parler du tribalisme.
Alors, c'est aussi ancré dans les mentalités des gens. Effectivement, c'est pas un combat facile. Mais il faut passer par une reconstruction de l'unité nationale. Et la reconstruction de l'unité nationale, pour nous, ça passe par... Tout ça, c'est des théories, ça. Reconstruction de l'unité nationale. Là, je développe, monsieur. Oui, comment on peut reconstruire l'unité nationale? Ouais. Il faut passer par la culture. Qu'est-ce que nous avons dans notre culture? Nous avons nos langues, nos deux langues. Le Lingala et le Mounoukutuba. Oui. Le Kituba, pardon. Monsieur, nous sommes Congolais. Ici, on passe une émission en français parce que c'est notre langue officielle. Mais vous allez vous rendre compte finalement, quelqu'un qui parle français, c'est lui le Congolais. Mais quelqu'un qui parle Lingala, qui parle bien Lingala, il est catalogué, lui il est du Nord, il parle bien Lingala. Quelqu'un qui parle bien le Kituba, lui il est du Sud. Donc ce sont nos deux langues maternelles. Moi je ne sais même pas pourquoi on dit maternelle, parce que normalement, pour des... Chacun a sa langue maternelle. Voilà, chacun a sa langue maternelle. Il fallait faire même de ces langues-là, les langues officielles avec le français. Donc il faut réunir les conditions pour que nos deux langues soient des langues pas d'appartenance sud-nord. Il faut repartir vers l'école. C'est l'instruction, ça se passe par là. C'est pas un travail qui est facile, c'est un travail qui est difficile. De longue haleine. Mais il faut commencer. Il faut commencer à l'école. Peut-être qu'il faut qu'à l'école, les enfants commencent à parler, pas peut-être seulement. Voilà. Il faut qu'il y ait des cours de langue, le Kituba, le Lingala. Comme ça, une génération qui sort... Comme on apprend le français, quoi. Voilà, une génération qui sort se rendra compte que finalement, ces langues-là, nous en avons appris à l'école. Donc, c'est une langue nationale. On peut parler au nord, au sud, parce que ça se passe dans le programme scolaire. Voilà comment on peut faire. Il y a beaucoup de choses. Il y a des responsables politiques qu'il faut peut-être essayer d'envoyer à la retraite politique. Parce que, je le dis, peut-être que ça fait rire, mais c'est très important de le dire. Parce que la conception de la politique, même quand vous voyez, on a eu l'élection présidentielle, on a vu des candidats qui se sont présentés. Mais c'est encore quoi? C'est encore un repli, comment on dit ça? Repli identitaire? Le repli identitaire. Ouais. Et donc, il y a des gens qui se sont présentés à cette élection présidentielle parce qu'ils comptaient sur son fief. Mais non, un homme politique, c'est pas ça. Ton fief, ça viendra pour ajouter. Mais il faut que tu sois un homme politique d'envergure nationale. Et donc, toutes ces choses-là, il faut regarder comment ça va se passer. Voilà pourquoi j'ai dit, le changement du personnel politique, c'est très important. Et il y a des gens... Il faut réformer l'État de façon générale. Il faut réformer l'État de façon générale. Et donc, surtout sur la reconstruction de notre unité nationale, c'est très important. Il faut que les hommes arrivent à se parler. On ne peut pas comprendre que nous sommes 4 millions d'habitants. Nous avons une petite partie des hommes qui nous dirigent, qui ne s'entendent pas. Et nous, on est là, on est en train de regarder. Et il y en a certains qui veulent qu'on rentre dans leur jeu. On ne peut pas rentrer dans leur jeu. Vous faites déjà partie en tant qu'homme politique? Non, je ne rentre pas dans ce jeu. Non, pas du tout. Je suis en train de combattre ça. On observe encore. Je suis en train de combattre. Nous observons. J'ai toujours dit... Vous savez, monsieur, quand j'étais le conseiller politique du ministre chargé des relations avec le Parlement, nous avons commencé avec le dialogue permanent. Ouais. C'était jeune, ça. C'était pourquoi? C'était pour permettre à ce que les hommes se parlent. Lorsque vous voulez apporter une solution, commencez à se parler. Les gens qui ne se disent pas bonjour ne discutent pas. Commencez à vous dire bonjour, discutez, et vous pouvez trouver les solutions à vos problèmes. Mais il faut qu'on arrive à ce niveau-là. Mais pourquoi on ne le fait pas? Parce que les raisons qui poussent les uns et les autres à devenir des opposants sont des raisons personnelles. Et nous, qui ne sont pas des raisons idéologiques. Je vous ai dit, il n'y a pas de frontières idéologiques, il n'y en a pas. Ceux qui sont de l'opposition aujourd'hui, ils viennent de la majorité. Même l'UPADES a beaucoup de racines au PCT. Et donc, les raisons idéologiques, il n'y en a pas. Maintenant, peut-être il faut compter sur la nouvelle génération politique. Mais il faut bien que... beaucoup attendre. C'est des cette transition générationnelle. Ça viendra. Elle prendra du temps. Tout naturellement, et le temps qui s'impose. Ça va prendre du temps. Tout changement a toujours un temps qu'il faut. Mais tout naturellement, nous pensons que ça va arriver. Alors, parlons de votre vision économique. Quel est le Congo de demain que vous vous projetez économiquement parlant? Le Congo de demain que nous projetons économiquement parlant, peut-être avant de parler de demain, parlons de aujourd'hui. Oui. Nous avons une crise financière qui secoue tous les Congolais. Tout le monde sait que ça ne va pas, il n'y a pas l'argent. Mais qu'est-ce qu'on fait? Alors voilà. Quelles sont les solutions? Voilà les solutions que nous voulons apporter ou les solutions que nous apportons
c'est au Premier ministre peut-être de suivre cette émission, c'est au président de suivre cette émission, et essayer d'analyser. On peut peut-être pas être là à dire tout ce qui est bon, mais il y a peut-être quelque chose à retenir. Le Congo a 4 millions d'habitants, avec un gouvernement composé de 38 ministres. 4 millions d'habitants. Équivalent du gouvernement français, avec 38 membres du gouvernement. Et dans le membre du gouvernement, il y a 17 ministres et 11 secrétaires d'État. Avec combien de population? Plus de 66 millions d'habitants. Vous voyez, un pays comme la France qui a 6 millions d'habitants. La France qui a 68 millions d'habitants. Voilà. Pardon, 68 millions d'habitants, qui a un gouvernement composé de 38 ministres, et le Congo, qui en a que 4 millions d'habitants, en a aussi 38. Mais quand vous regardez la situation financière du Congo et de la France, c'est comparable les deux situations. C'est comparable parce que là-bas, il s'agit de la gestion, ici, il s'agit aussi de la gestion. Et qu'est-ce que nous préconisons? Nous préconisons de réduire le train de vie de l'État par rapport à cette situation. En quoi faisant, oui. Il faut réduire le nombre de ministres. Commencer par là. Il faut commencer par là. Oui. Pourquoi je dis il faut réduire le nombre de ministres? Il faut réduire à moitié. Nous en avons combien? 38. Avec le Premier ministre, ça fait 39. Et il y a le secrétaire à la présidence, je pense. Lui aussi qui a rang de ministre. Donc ça fait presque 40. Il faut réduire à moitié. Il faut qu'on arrive à 20. Pourquoi? Parce que la situation que vivent les Congolais aujourd'hui n'a pas pour origine les Congolais, les citoyens. Non. C'est parce que hier, on n'a pas pu gérer notre économie, l'argent qui est tombé. De 2007 à 2014, nous avons eu des taux de croissance élevés, nous avons eu beaucoup d'argent. Mais 2 ans après, on n'en a pas eu. On n'en a pas. Alors que cet argent, ça nous a permis d'octroyer même des crédits à la Côte d'Ivoire, aux pays voisins. On l'a fait. Et donc, quelque part, on pouvait tenir. Face à cette situation, on pouvait tenir. Mais on ne tient pas. Et les Congolais souffrent. Mais ce n'est pas seulement aux citoyens lambda de souffrir. Il faut que l'État, il faut que le gouvernement montre l'exemple. Il faut que le gouvernement arrive aussi à serrer la ceinture. Pour montrer que oui, nous sommes fautifs de cette situation. Voilà comment nous préconisons aussi les choses. Voilà comment nous voulons que ça change. Qu'est-ce qu'il peut faire au-delà de la réduction du nombre de ministres? Il faut changer. Il faut réduire le nombre de ministres. On n'a pas besoin d'avoir 38 ministres. Le Bénin qui a 10 millions d'habitants, avec Patrick Talon qui vient d'arriver, il a un gouvernement composé de 21 ministres. Et ça réduit beaucoup de charges. Et nous avons besoin aussi chez nous. Parce que, voilà, on a des ministères. On a des ministères, je vais finir par là. On a des ministères où on a divisé en deux pour créer des ministres délégués. Ça ne sert pas. On a des ministères où on a fait parce que, pourquoi? Il fallait peut-être récompenser l'effort de chacun dans cette histoire de campagne présidentielle. Oui, c'est fait, mais la situation, elle est là. Il faut maintenant faire face à cette situation. Il faut réduire le train de vie de l'État, réduire le nombre de ministres, et il faut que les ministres, puisque c'est l'État qui prend en charge la maison, l'eau, l'électricité, ils ont des émoluments, ils payent avec ça. Dans les cabinets ministériels, qu'on n'ait pas un pléthorique des conseillers, il faut réduire aussi. Ça a été fait. Voilà. Lorsqu'on arrive là, il y a aussi la réduction des fonds de souveraineté, des dépenses de souveraineté. Ça veut dire quoi? Je vous prends l'exemple du pool, le département du pool. Il y a la force publique qui est là-bas. Il y a beaucoup d'argent qui sort. Parce que, bon, il faut résoudre ce problème. Mais ce problème... On le dit, la paix n'a pas de prix. La paix n'a pas de prix, mais il s'agit d'un citoyen congolais. Il y a d'autres raisons. Et je pense que les moyens sont là. On peut passer par un moyen qui est pacifique, le dialogue. Peut-être il y a certains cons qui ne veulent pas du dialogue. Mais regardez la situation, ne laissez pas les Congolais souffrir comme ça. Si on arrête cette situation du pool, depuis 1998 jusqu'à aujourd'hui, comment on n'arrive pas à trouver des solutions pour pallier à ce problème? C'est peut-être parce que on ne passe pas par des véritables moyens de solution. Peut-être le dialogue, pourquoi pas? Qu'est-ce que ça va changer? Du point de vue économique, oui, ça pourra apporter, si on réglait, oui, ça fera un manque moins dans les dépenses de l'État, mais il y a autres indicateurs qui peuvent évidemment faire que l'on parvienne à réduire considérablement le train de vie de l'État.
Il y a beaucoup de choses, je vous ai parlé. Voilà. Il y a beaucoup de choses, je vous ai parlé de ça. Ça, c'est dans le côté réduction du train de vie de l'État. Côté réduction du train de vie de l'État. Donc il faut autre chose en termes de politique économique. Alors, en termes de politique économique, par rapport à la situation actuelle, il faut passer par des mesures courageuses, des mesures politiques courageuses. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux vous parler d'un plan, ce que nous avons appelé un plan d'assainissement des dépenses publiques. Nous avons les impôts. Nous pensons que la manière dont est collecté l'impôt chez nous, il y a trop de fuites. Il y a des agences fiscales qui bénéficient beaucoup. Il faut informatiser les procédures de recouvrement de recettes fiscales. Il faut informatiser parce que quelque chose qui est informatisé, il y a une traçabilité. On regarde comment ça se passe. Je vous prends l'exemple de Casino. Quand vous allez acheter des choses à Casino, vous voyez bien que sur votre reçu, il y a la partie où il y a marqué TVA. La TVA, le taux de la TVA chez nous, c'est 18%. 18, voilà, 18 ouais, je ne sais pas. Autour, voilà, c'est autour. Et donc, c'est quand même visible. Mais si on pouvait informatiser tout le système, jusqu'à ce que même dans des petits magasins, qu'on se rende compte que le Congolais sache exactement que moi j'ai acheté tant, voilà ce que j'ai donné à l'État. Qu'on informatise à ce niveau, et on doit aussi améliorer comment est-ce que nous faisons des recouvrements. Il n'y a pas seulement des boutiques, il y a des hôtels, il y a des restaurants, il y a beaucoup des endroits où on peut informatiser la situation pour que nous soyons capables de savoir combien on a reçu et que même les Congolais sachent exactement ce qu'il a payé pour la TVA. À ce niveau, nous parlons aussi de l'informatisation de la chaîne de dépenses. On prend les trois administrations, donc le budget, le contrôle du budget et on prend le trésor. Et il faut que tout soit informatisé. Lorsque le budget ordonne, c'est informatisé. Le contrôle budgétaire contrôle, c'est informatisé. Et le trésor, lorsqu'il exécute, c'est aussi informatisé. Lorsque c'est informatisé, il y a une traçabilité. Ça permettra à ce que, aujourd'hui, avec cette crise, qu'on fasse quand même un peu d'économie ou qu'on soit... C'est ça, au fait, lorsque je veux parler de la rigueur, que ça peut rentrer dans les politiques de la rigueur. Voilà. Alors, l'économie du Congo est généralement, lorsque je vous ai eu pour la première fois, vous me parlez du climat des affaires qu'il fallait assainir et qu'il y avait prépondérance pratiquement des capitaux étrangers dans le pays. Que c'était des questions qu'il fallait regarder. Voilà, nous les souverainistes, nous pensons que dans une situation où nous sommes, dans la situation économique que nous sommes, elle est morose, il faut passer par une sorte de protectionnisme économique. Il faut qu'on ait des responsables politiques capables de prôner la préférence nationale. Nous sommes dans la mondialisation parce que le Congo est signataire des accords de l'OMC. De l'OMC, oui. Mais ça veut dire quoi la mondialisation? C'est la guerre économique. C'est la guerre économique. Qu'est-ce que vous mettez sur le marché? Mais qu'est-ce que nous, on met sur le marché?